Merci de vous joindre à votre magazine Le Point et surtout nos voeux le meilleur pour l'année nouvelle. Nous allons aujourd'hui de nouveau parler du rapport Mapping. Vous le savez, nous en avons parlé dernièrement avec les révérends Eric Nsenga que nous recevons aujourd'hui une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation et nos voeux le meilleur, révérend. Merci beaucoup, John. C'est toujours un plaisir et meilleurs vœux à vous également. Nous vous avons reçu dernièrement. Vous annonciez déjà le lancement d'une campagne sur le rapport Mapping. Aujourd'hui, un fait d'actualité s'est invité dans j'allais dire, les perspectives de ces rapports, parce que c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit de l'arrestation de Roger Lumbala, un acteur politique connu en République démocratique du Congo, qui se retrouve aussi cité dans ces rapports. Il a été dit qu'effectivement, c'est à cause des actes qu'il aurait posés cette fois-là comme chef militaire du RCDN qu'il est en tout cas mis en examen à Paris, en France. Ce qui a fait qu'il y a un buzz autour de ces rapports, il y a 2 noms qui sont sortis, ainsi de suite. Nous allons parler de tout cela, mais j'allais dire, depuis la dernière fois que je vous ai reçu ici, où est-ce que nous en sommes avec les rapports Mapping? Je rappelle que vous avez lancé une campagne pour les 10 ans de ces rapports Mapping. Merci beaucoup. Il faut rappeler que c'est le 1er octobre 2020 où nous avons officiellement lancé la campagne de sensibilisation et des plaidoyers sur les rapports Mapping. Et vous nous avez accompagnés suffisamment dans la couverture de cette grande activité à l'hôtel Béatrice. Il faut signaler qu'immédiatement après l'activité lancée, nous avons mis en place un consortium de la société civile qui milite pour la promotion de la justice transitionnelle. Et les collègues ont bien pris soin de nous responsabiliser comme coordonnateur national de ces consortiums. Et donc, je suis le coordonnateur national de la société civile qui milite pour la promotion de la justice transitionnelle. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une structure bien organisée et même juridiquement assise. Et puis, nous avons déjà lancé les activités. Et donc, après cela, après la mise en place formelle de ces cadres, donc le consortium, nous avons initié des plaidoyers. Nous avons mené des plaidoyers durant 5 mois à peu près, il faut dire depuis octobre, novembre, décembre, donc 3 à 4 mois, disons. Et ces plaidoyers sont en train déjà de produire des résultats très louables. Signalons que nous avons vu le chef de l'État qui nous a reçus en même temps dans le cadre des consultations. Nous avons vu le Premier ministre, nous avons été reçus au niveau du Parlement, donc la Chambre haute, parce que la Chambre basse c'est à l'époque où Mme Abunda avait effectué un déplacement pour des raisons de santé. Nous avons été avec différents ministères, notamment les droits humains, nous avons été avec la justice, nous avons été avec le ministère en charge des personnes vivant avec handicap. À côté de cela, nous avons été avec les organisations non gouvernementales, nationales et internationales. Nous avons contacté les ONG internationales et nationales et donc certaines ambassades pour dire que nous avons vraiment mené un plaidoyer de haut niveau. L'idée était justement de faire comprendre la nécessité de cette justice transitionnelle qui, dans ces 2 versants, nous avons l'axe juridictionnel ou judiciaire avec la possibilité d'avoir soit un tribunal spécial, soit des chambres mixtes ou alors le renforcement des capacités de notre justice nationale. Mais l'autre versant, c'est le mécanisme extrajudiciaire, notamment la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Donc c'est cela l'essentiel de notre plaidoyer pour dire à vous et à nos téléspectateurs qui nous suivent qu'après les lancements officiels du 1er octobre 2020 à Béatrice Hôtel, les consortiums de la société civile qui militent pour la justice transitionnelle a fait un grand travail d'arrache-pied, des plaidoyers. Et du côté sensibilisation, il sera bien question de voir avec nos partenaires. D'ailleurs, l'objet de notre plaidoyer vise à ce que nous ayons une table ronde de manière à dégager ensemble un modus vivendi sur ce qui devrait être le paradigme de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Donc, justement, je suis tenté de vous poser cette question. Quand on lit entre les lignes ces rapports,
il est effectivement fait abondamment question de la justice transitionnelle, au point où, lorsque ces rapports épinglent aussi les faiblesses de la justice congolaise, au point où on se demande, mais cette justice transitionnelle ne va-t-elle pas finalement être une sorte de justice frélatée et aller à l'encontre de ces besoins ressentis par la population? Vous avez vu que justice soit faite, que les gens aillent en prison et qu'ils payent les prix. Bon, c'est vrai, c'est très pertinent l'observation que vous soulevez, mais il est accepté de tous les observateurs avertis la nécessité d'avoir la justice transitionnelle. Peut-être qu'avec votre autorisation, il faudrait éclairer. Je vous en prie, justement. Du concept même justice transitionnelle, parce que c'est vrai qu'il est un peu trop technique, les concepts. Et donc, la justice transitionnelle intervient beaucoup plus dans la société, dans les contextes où il y a eu soit des situations controversées, notamment des guerres, des génocides, où la justice nationale n'a pas pu faire le travail de manière beaucoup plus équitable. Donc, c'est un concept juridique qu'on applique souvent dans des sociétés ou dans le pays où les situations de guerre, des conflits armés ou des génocides s'étaient déroulés. Donc, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il faut supplanter la justice nationale? Nous disons non. Notre justice est en train de faire peu à peu des preuves de maturité, de solidité, et ça, il faudrait l'encourager. Seulement, les questions évoquées dans les rapports mapping, pour ne citer que celui-là, sont de nature à transcender les limites des compétences de notre justice interne. En quoi faisant? Parce qu'il y a probablement ceux qui sont cités, des présumés coupables cités dans les rapports, qui sont des pays étrangers. Il y a même des gouvernements étrangers qui devraient être impliqués, soit comme renseignants, soit comme auteurs ou co-auteurs. Et donc, toute la complexité autour du rapport fait à ce que nous ayons une justice internationale. Or, on aurait bien voulu aller carrément à la CPI. Mais du fait que ce sont des crimes commis avant l'établissement effectif de la CPI, donc du coup, la CPI n'a pas compétence de connaître ces infractions. Donc voilà pourquoi nous rabattons sur la justice transitionnelle qui a 4 piliers importants. Notamment, le premier, c'est le dévoilement de la vérité. Donc c'est une justice qui amène le peuple dans une situation de confusion. C'est une justice où siègent des juges aussi ou pas? Exactement, c'est là que j'en viens. Donc la première démarche, c'est qu'il faut, le premier pilier, c'est le dévoilement de la vérité. Il faut établir la vérité de fait. Deuxièmement, c'est la réparation. Donc il faut que ces faits, une fois établis, il faut aller à la réparation. Or, pour aller à la réparation, il faut justement mettre un mécanisme judiciaire. C'est là que souvent on parle des tribunaux spéciaux. Et si c'est un tribunal spécial ou des chambres mixtes, on doit avoir la présence des juges qui ont une compétence bien clarifiée. Troisième pilier, après avoir mis les besoins de la justice, c'est la réparation des victimes. Donc les victimes qui seront reconnues à l'issue de ces procédures doivent être réparées. Et le dernier pilier, c'est la non-répétition des actes posés qui rentrent dans le terme des graves violations des droits de l'homme. Et donc, la justice transitionnelle mérite toute notre attention du fait que ces 4 piliers pourront beaucoup nous aider, à la fois à établir la vérité, à avoir une juridiction judiciaire ou une juridiction spécialisée par rapport à ces infractions. Troisièmement, à réparer les dommages subis par les victimes et aussi à amener la non-répétition des actes tant décriés, notamment des crimes graves, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Mais vous ne parlez pas clairement sur les auteurs de ces crimes. On dirait qu'à vous entendre parler, ils pourront se retrouver à côté de leurs victimes, ce qui ne sera pas justice. Raison pour laquelle, lors de notre activité du 1er octobre, nous avons vraiment milité à exhumer les rapports mapping. Vous savez que, d'ailleurs, les Nations Unies elles-mêmes, qui a piloté ces rapports, parlaient des rapports projets. C'est-à-dire, à ce stade, on ne peut pas établir avec équité la responsabilité des uns des autres. C'est comme ça qu'on parle encore des présumés coupables. Donc, il est important d'avoir une juridiction spécialisée et compétente qui devrait notamment qualifier les faits et désigner la responsabilité de chaque personne comme coupable. Donc, c'est vrai qu'il existe cette liste à laquelle nous faisons allusion, mais il faut savoir que les rapports en soi ne citent pas
les coupables. Mais il y a une liste qu'on pourrait considérer comme annexe, qui est jusque-là secrètement cachée par ceux qui ont mené ces enquêtes. Mais en tout cas, il faut dire que dans certains points de vue, elle est connue dans certains coins, dans certaines juridictions. Peut-être, par exemple, les tribunaux français peuvent être au courant de cette liste. C'est sur la base de cela qu'on peut procéder à des informations judiciaires, à des interpellations ou à l'ouverture de certaines procédures. Mais les rapports lui-même citent, hormis la liste qui est en annexe, les rapports lui-même citent nommément des acteurs ou des auteurs pour des cas spécifiques des crimes. Et donc, déjà, la justice peut se saisir de ces cas. Exactement. Les rapports citent les incidents dans les détails près, où on peut déjà commencer à ouvrir des informations judiciaires. Donc, les rapports n'est pas flou, il offre des pistes claires sur des incidents qui sont susceptibles d'être qualifiés. Or, la qualification des incidents en droit comme en fait revient justement à la compétence d'une juridiction spécialisée. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que même notre justice ne devrait pas croiser les bras. Elle pouvait déjà commencer à initier des informations judiciaires par rapport à tous ces incidents tels que présentés dans les rapports et même dans le cadre de la collaboration entre les bureaux conjoints des Nations Unies ou les Nations Unies de manière générale et la justice congolaise. Si la justice le souhaitait bien, je ne vois pas pour quelle raison on refuserait une telle collaboration qui existe d'ailleurs dans les pratiques classiques du droit et des relations internationales. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait déclaré dernièrement à ce sujet qu'il tenait à ce qu'il y ait un tribunal, en tout cas que tous ces crimes soient jugés au Congo, que ça se passe au Congo plutôt qu'il y ait des chambres ou un tribunal spécial ailleurs, comme on a vu, les tribunaux spéciaux d'Arusha, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit que la justice française s'est saisie déjà du cas Roger Lumbala, est-ce qu'il y a à craindre que le fait qu'il n'y ait pas une concentration de l'action judiciaire, que cet émiettement puisse être favorable, disons, aux criminels, disons-les comme ça? Bon, je pense qu'il faut aborder ça à deux niveaux. Au premier niveau, vous avez raison, et ce que dit le chef de l'État relève également de notre volonté. C'est-à-dire, nous voulons qu'il y ait une juridiction, tribunal spécial ou chambre mixte, mais si ça s'est passé ici au pays, ça aura aussi une fonction pédagogique. Vous savez que si, entre autres, le cycle des violences ne fait que continuer, c'est parce que, nous continuons à le dire, on n'a jamais sanctionné. Donc, avoir cette juridiction ici sur le sol où ces crimes ont été commis, nous pensons humblement que ça va jouer grandement. Et même ces victimes, pas seulement sur le plan des violations, des viols sexuels, comme on pense qu'aujourd'hui, quand on parle des victimes, ce n'est pas forcément dans le cadre des violations sexuelles, mais même sur le plan des moralités, de la conscience collective, de la mémoire collective, ceux qui ont subi, vécu ces affres. Vous pensez qu'une fois avec une telle juridiction, ce serait déjà un début d'une guérison des mémoires. Donc, nous soutenons cette démarche qui vise à ce que nous ayons ces tribunaux ou ces chambres mixtes ici au pays. Mais l'autre temps, comme je l'ai dit, il faut plutôt considérer la solidarité universelle telle que manifestée par la justice française. Avouons que bien des temps, des personnalités respectées et respectables, telles que les docteurs prix Nobel, Denis Mukwege, a fait ses plaidoyers pendant longtemps, mais nous avons constaté un silence dans tous les sens. Donc aujourd'hui, que la justice française ouvre une telle information judiciaire apparaît pour nous comme un temps donné et d'ailleurs une réponse optimale à notre démarche. C'est ce qui nous a beaucoup conforté, à savoir nous sommes en plein plaidoyer. C'est vrai, nous avons vu tous ces ambassadeurs, nous avons été chez l'ambassadeur belge, français, l'Union européenne, on a discuté avec tous ces gens, toutes les autorités, disais-je, mais quand on a cette réponse de la justice française, nous ne voyons pas cela comme une sorte de prise en otage de la question, mais plutôt nous nous positivons en disant, voilà la solidarité tant souhaitée par les peuples congolais. Si aujourd'hui la France
prend le courage d'initier cela au travers de ces instruments judiciaires, ce n'est qu'une une réussite à notre sens. Lorsque on découvre ces rapports, les rapports mapping, on est étonné de voir dans sa partie synthétique. Les rapports éclairent, c'est lorsque la démocratisation de la République démocratique du Congo a échoué, que le cycle des violences a commencé. Les deux cycles des violences sur lesquels est calé ces rapports. Et donc, quelque part, les politiques doivent comprendre qu'ils ont intérêt à ce qu'ils fassent les choses correctement, parce que, comme disait Machiavel, pour Machiavel en tout cas, faire la guerre, c'est aussi une autre façon de continuer la politique. Oui, disons, vous faites bien de rappeler le contexte historique, à la fois des commissions de ces infractions, mais en même temps de l'élaboration de ces rapports qui découlent des enquêtes professionnellement menées. Je suis d'accord, déjà quand vous voyez, ça remonte de 1993. Nous sommes au lendemain de la démocratisation du Zaïre. Nous sommes encore sous le régime Mobutu. Il y a ce qui se passe de l'autre côté du Rwanda avec l'assassinat du président Habyarimana. Et quand vous revenez dans les contextes historiques, vous voyez toutes les situations qui faisaient balbutier la démocratie, la petite ou la jeune démocratie du Congo. Donc, vous avez raison de dire que les politiques doivent tirer vraiment attention et jusqu'à ce que nous voyons les graves crimes qui ont été commis. Et donc, pour dire clair et simple, nous attirons l'attention aujourd'hui des politiciens pour qu'ils comprennent qu'en politique, tout acte peut toujours vous rattraper. Donc, on a intérêt de bien faire les choses. La politique, comme un jeu démocratique, devait se faire dans les normes, dans les règles. Et ceux qui sont sortis de ces règles, justement, pour vouloir soit conquérir le pouvoir par des voies non démocratiques ou les protéger par des voies non démocratiques, sont ceux-là qui se retrouvent dans le terme de ces rapports. Ou alors, c'est pour des besoins personnels, des intérêts matériels, par souci de vouloir simplement exploiter les ressources naturelles du Congo, se sont livrés à de telles barbaries. Aujourd'hui, ça va les rattraper pour dire qu'il n'y a rien qui serait égal à la vie humaine, rien ne serait égal à la stabilité d'une nation ou à son développement de manière collective. Et comment réagissent-ils les politiques parce qu'ils sont si concernés à votre... ou comment ont-ils réagi à votre plaidoirie? C'est vrai, le sentiment est très controversé. Nous ne sommes pas aussi naïfs pour ne pas comprendre toute la pertinence liée à notre démarche et même les subtilités, voire les risques qui accompagnent l'initiative. Mais nous restons sereins. Nous sommes Église, Commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création. C'est notre rôle de mener les bâtons de la justice. Mais en même temps, nous disons, ce n'est pas seulement l'affaire de nous qui sommes en première ligne de ces combats, c'est l'affaire de la souveraineté nationale. Mais nuance doit être faite dans la mesure où nous ne visons pas, en tout cas pour notre part comme Église qui pilotons cette initiative, et une sorte de règlement des comptes. Ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce n'est pas la chasse aux sorcières, non. Mais nous disons plutôt que nous devrions, comme peuple, avoir ce courage historique de pouvoir reconnaître qu'il s'est passé des choses inacceptables dans l'histoire de notre pays et de réfléchir ensemble sur quelles procédures nous pouvons adopter de manière à réparer, une fois pour toutes, réparer ce qui s'est passé dans notre pays, surtout les dommages subis par les victimes, mais en même temps ramener les pays sur le rail. Comment allions-nous arrêter le cycle de la mort, la banalité de la mort, la banalité même de la vie? Nous voyons ce qui se passe jusqu'aujourd'hui à Béni, et des tueries, des barbaries inacceptables. C'est parce que justement, nous avons tous fermé les yeux, politiques comme civils, population comme dirigeants, nous sommes en train d'accepter l'inacceptable. Donc pour nous, les combats n'est pas fixé ou localisé sur la tête des individus, mais c'est un combat qui vise la refondation du mythe fondateur,
excusez-moi avec la tautologie, j'allais dire, il faut remettre les mythes fondateurs à sa place. Il faut refonder les mythes fondateurs de notre nation en tant que tel. Il se pourrait qu'il y ait même des excuses publiques, même quand nous parlons des tribunaux spéciaux ou des chambres mixtes. Imaginez, j'ai donné un exemple. Ça, nous l'avons proposé par le président national de l'Église de Christ au Congo. Nous l'avons même dénommé Opération Zaché. Vous imaginez tous ceux qui ont spolié, pillé le pays, en âme et conscience, ceux qui ont contribué à des massacres, en âme et conscience, peut faire des repentances publiques. Et l'Église peut accompagner. Et c'est déjà ça le début de la réparation, le début de la déconstruction de notre mythe fondateur. Mais quand nous sommes dans une situation où les uns les autres nient, ou alors s'entrécusent, où personne ne veut reconnaître ce qui s'est passé, pourtant cela appartient à l'histoire de notre pays. Mais vous savez très bien, les acteurs majeurs de cette histoire de ces crimes, ils sont aussi intellectuels, et ils sont politiques, et ils sont tacticiens. En politique, surtout chez nous, il n'y a aucun acte gratuit. Vous ne voulez peut-être pas qu'on puisse faire de la récupération du rapport mapping, mais je pense que c'est déjà peut-être trop tard, parce qu'aujourd'hui, il a même été demandé au président de la République de ne pas nommer des personnes citées dans ces rapports, dans ce qu'on appelle les responsabilités publiques, s'entend essentiellement le gouvernement les nouveaux gouvernements qui viendra. Donc voilà que ces rapports mapping, ils se retrouvent aujourd'hui posés comme un outil des disqualifications des acteurs politiques, et on va bien s'attendre à ce que les uns et les autres ne se laissent pas faire. C'est ça justement l'expression du souverain primaire sur l'exigence de la justice. Ce que vous dites, vous avez raison, et je pense que cela rentre dans le terme d'une forte expression des demandes de la justice. Il y a une demande qui est faite par la population, par les souverains primaires, que justice soit rendue. C'est quand on ne veut pas rendre justice que chacun propose une manière de se rendre justice, et c'est ce qu'il faut justement éviter, la justice populaire. Donc, nous saisissons cette occasion pour lancer l'appel, encore une fois, au chef de l'État, à tous les animateurs des institutions étatiques de notre pays, au corps des politiciens ou les acteurs politiques, à la population, de comprendre que la justice transitionnelle, qui avec sa pierre de touche, les rapports mapping, nécessite une vive attention, pas seulement d'un groupe contre les autres, mais plutôt une attention de nous comme nation. J'insiste sur les concepts, le mythe fondateur. Nous devons déconstruire notre mythe fondateur. Il ne faut pas que le politicien utilise cela soit pour s'affaiblir les uns les autres, ou alors que ça devienne une déresponsabilisation nationale. On ne peut pas non plus fermer l'œil. Comment vous vous sentez lorsque vous savez que telle personnalité, son nom est cité, ou ceux qui ont vécu ces affres? Parce qu'au-delà de la liste, il y a des témoins jusqu'à aujourd'hui qui savent que chez nous, telle personne, il était à la tête de tel groupe, et des massacres qui se sont passés, il en était responsable. Et lorsque ces populations vous voient aujourd'hui récompensées par la République, ministre de tel, ministre, mais ça devient une injure, une insulte. Donc, autrement, les chefs de l'État devraient en tenir compte pour le prochain gouvernement et ne pas nommer les gens qui sont cités dans ce rapport. Ce qui serait justement un message fort du début de la justice dont nous parlons. Donc, nous serons dans une sorte de contradiction de voir le chef de l'État militer pour un état des droits, militer pour la justice transitionnelle, en même temps qu'ils soient en train de récompenser les présumés auteurs dans le sens... Oui, mais ils sont présumés, hein, donc... Justement, c'est justement par absurdité, comme on dit, du fait d'être présumés, nous pousse à les mettre entre parenthèses, le temps de clarifier leur situation. Ils sont présumés justement parce que leur situation nécessite une clarification. Si la justice est là, et qu'il est établi leur innocence, pourquoi les condamner innocemment? Mais alors, s'il est aussi établi leur culpabilité, quoi de plus normal? Répondre de leurs responsabilités. Roger Lumba a dit qu'il est innocent, il clame de partout.
Bon, c'est vrai que ce ne serait pas à moi de dire sa culpabilité ou son innocence, mais nous savons seulement que c'est une procédure judiciaire qui a commencé une information et dans la logique juridique, de la logique judiciaire, c'est tout à fait normal qu'il arrivera au moment où il va fournir des preuves de son innocence. Dire qu'on est innocent est une chose, mais en avoir les preuves en est une autre. Donc en droit, c'est question des preuves. Il doit prouver son innocence et je ne vois pas pourquoi un compatriote, il faut établir son innocence, pourquoi la République les condamnerait méchamment. Donc nous n'ouvrons pas les choses sous cette forme, mais néanmoins, reconnaissons que c'est une information judiciaire. S'il a été cité, pourquoi seulement lui? Il n'est pas le seul Congolais, ils sont nombreux en Europe. C'est qu'il y a quand même quelques indices de culpabilité. Présumé coupable, nous l'acceptons. Alors, il faut justement qu'une procédure, un procès équitable soit mené pour nous donner la lumière sur l'objet même de cette présumée intention d'être condamné ou non. Alors, les rapports, mapping, on le sait, c'est 93-2003. Les 2003, aujourd'hui 2021, ça nous fait déjà 18 ans. Et j'ai presque l'impression qu'il y a eu autant, si pas plus, de crimes perpétrés dans ces pays depuis cette époque, donc plus de 10 ans après. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé là-dessus? Parce que vous semblez être les seuls peut-être à vous préoccuper de cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne nous nommons pas consortium sur les rapports mapping. Nous parlons de la promotion de la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, dans ces 4 piliers, comme je l'ai montré, aura comme pierre de touche les rapports mapping. Les mérites qu'il y a avec les rapports mapping et le fait que ce soit un rapport intelligemment mené, de manière professionnelle, de main des maîtres. Je rappelle que ce sont les Nations Unies qui ont mené ou piloté ces enquêtes et qui ont débouché sur ces rapports. Donc, la crédibilité rattachée à ces rapports nous permet quand même d'enclencher, de commencer une procédure rationnellement également acceptée. Alors, la logique est simple. Une fois que nous avons le mécanisme de la justice transitionnelle, qui va ouvrir ou qui vont ouvrir ces mécanismes, leurs procédures, ça nous conduira inévitablement à connaître d'autres infractions. Ça sera une connexité rationnellement établie de certaines infractions. C'est ce qui nous pousse d'ailleurs à dire, si jusqu'à ce jour, après mapping, les infractions, les crimes continuent à se perpétrer, c'est simplement parce qu'on n'a jamais interpellé quelqu'un, on n'a jamais ouvert un procès, on n'a jamais condamné, on n'a jamais puni. Mais si aujourd'hui, parce que vous savez comme moi, la justice a aussi une fonction pédagogique. Il faut aussi persuader, dissuader. Donc si la justice ne remplit plus cette fonction pédagogique, d'interpellation, de dissuasion, alors en ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Donc je pense humblement que les débuts de l'examen du rapport mapping par la mise en place des recommandations y afférentes ferait à ce que nous poursuivions la logique de tous les crimes perpétrés jusqu'à ce jour sur notre sol. Bien. Alors, bon, on va parler peut-être comme les politiciens. Vous savez, il n'y a pas fort longtemps, les prix Nobel Denis Mukwege étaient brocardés par certains acteurs politiques comme étant un candidat président de la République masqué. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces rapports mapping, ne va-t-il pas se découvrir finalement pour prendre ses marques une fois que les procès, la justice transitionnelle aura agi? Comme on le sait, ce pays a autant besoin de manger que de justice. Et donc, s'il concourt à ce que la justice soit établie, il va se retrouver en bon ordre politiquement. Je pense que la République doit beaucoup à ses dignes fils du pays. Nous pensons plutôt positiver ce qu'il a mené comme combat depuis lurette. Il faut rappeler que Dr Mukwege, déjà médecin de formation, nous étonne dans son engagement sur des questions des droits de l'homme. Quelqu'un a dit, je l'ai lu quelque part, nous avons autant de juristes, des professeurs qui crient à longueur de journée, qui nous font des monstrations et des démonstrations sur des questions constitutionnelles, pénales et tout le reste.
Mais très peu ont mené ces combats avant même qu'ils ne soient, reconnus prix Nobel, qu'ils ne reçoivent les Nobel. Donc, il faut plutôt jeter des fleurs à ces fils du pays. Est-ce que pour cela, il devient forcément candidat, président ou quoi? Bon, nous n'avons pas orienté les débats dans ce sens-là. Pour nous, nous pensons plutôt que la République a besoin des vrais serviteurs. Servir la République n'est pas forcément synonyme d'être président, avoir des fonctions étatiques. Je pense, vous l'avez dit vous-même, le travail que mènent ces fils du pays est autant rempli d'honneur que de prestige, que d'être simplement un député, un premier ministre qui entre par la petite porte et sortir par la petite porte. Mais les combats, je pense qu'à mon sens, ces fils du pays méritent beaucoup de respect de la République et beaucoup de soutien. Et si les seigneurs le voudraient bien par souveraineté, qu'ils soient un jour à la tête d'une institution, président de la République soit-elle, institution comme institution, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas pourquoi les Congolais refuseraient à un tel fils digne qui a fait preuve sans avoir des fonctions de la République, sans avoir l'argent de la République, mais il a bravé la peur. Il a montré en face du monde que les Congolais peuvent aussi se faire respecter et mener un combat louable sans interférence d'intérêts beaucoup plus orientés. Mhm. Alors, je voudrais essayer de comparer avec vous cette justice transitionnelle avec ce qui s'est passé au Rwanda après les génocides. Il y a eu des sortes de juridictions populaires, si je ne me trompe pas, ça s'appelait Gachacha. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi se présenter de cette manière? Non, la situation de la RDC est plus complexe que celle du Rwanda. Il faut commencer par là. D'ailleurs, c'est pourquoi je l'ai dit en sommaire, qui serait important, c'est cela notre démarche de plaidoyer, d'avoir une table ronde. D'ailleurs, nous préparons une table ronde au niveau des experts d'abord, nationaux et internationaux, qui vont réfléchir. Mais au-delà de cette table ronde que nous aurons, je crois, très bientôt, nous voulons une table ronde entre les institutions étatiques, la société civile, les observateurs, pour que nous adoptions un paradigme propre à notre situation. Donc, nous ne voulons pas faire du copier-coller, comme ce qui s'est passé ceci ou cela, parce que d'abord, la RDC est entourée de combien de voisins? Mais la justice transitionnelle, vous n'allez pas l'inventer, elle existe quand même. Non, on ne l'invente pas, c'est un terme générique, mais qui s'adapte dans chaque contexte de manière adéquate. C'est-à-dire, la manière dont elle a été adaptée au Rwanda ou dans un autre pays, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, il y a des fondamentaux, comme j'ai dit, les 4 piliers qui sont connus, établissement de la vérité, la justice par la mise en place d'une juridiction, la réparation et la non-répétition. Ça, c'est de manière conventionnelle pour tout expert en matière de justice transitionnelle. On sait qu'il y a ces 4 piliers. Mais ces 4 piliers peuvent s'adapter dans chaque contexte, tenant d'une part compte du système politique et juridique de ce pays, de l'autre du contexte historique et sociologique. Vous avez parlé de construire un paradigme pour la justice transitionnelle en RDC avec des experts. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est en fait une table ronde que nous sommes en train d'organiser très bientôt pour discuter d'abord entre experts en la matière, juristes, politologues, sociologues, parce qu'il n'y a pas que des questions juridiques. Déjà, quand nous parlons, par exemple, de la commission Vérité-Réconciliation, je vous ai dit ici en passant qu'il n'y a pas que de mécanismes judiciaires, il y a aussi des mécanismes extrajudiciaires. Donc, toute la bagatelle de ces experts vont se réunir justement pour d'abord faire un état des lieux, réexaminer la question et, au-delà de cet examen, réexamen de la question, voir quelles sont les hypothèses plausibles à proposer de manière à construire un paradigme. Donc, c'est d'abord un travail technique qui doit mettre ensemble les expertises des différents domaines, notamment, comme je dis, les juristes, les sociologues, les historiens, les théologiens, les philosophes, les psychologues, et tout autre domaine important. Nous discutons, nous voyons et puis on propose. Ce sont ces éléments techniques que nous allons ramener en discussion au niveau des décideurs politiques. Donc, nous sommes en train de discuter à la fois au niveau national
avec les gouvernements et les autres institutions, mais aussi au niveau international avec les organisations internationales, à savoir l'Union africaine, la SADC, CIRGEL, l'Union européenne, les États-Unis, bref, les Nations unies qui est les focus de toutes ces organisations. Donc, il faut voir les choses à ces deux niveaux, mais pour qu'on arrive à des discussions beaucoup plus rationnelles, mûres, à ces échelles décisionnelles, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le plan technique du paradigme de la justice transitionnelle à proposer. Je prends un exemple facile. Sur la question de l'axe judiciaire, il y a un débat. Les uns pensent qu'il faut un tribunal spécial. Les autres pensent qu'il faut des chambres mixtes. D'autres pensent qu'il faut carrément renforcer la justice nationale. Ce sont trois paradigmes qui sont devant nous. Or, nous savons qui vont influencer les débats, qui va justement la table ronde va aussi examiner ces questions, tenant compte et des positions, la position des Nations Unies, parce qu'il y a les coûts qui viennent avec, il faut un coût, le niveau de notre justice nationale, la volonté du gouvernement de la République. Nous ne sommes que de la société civile. C'est là où aussi notre plaidoyer veut à ce que et la société civile et le gouvernement aient le même langage. Mais on dirait que le rapport Mapping lui-même, il avait déjà, dans sa partie finale, épinglé ces insuffisances de la justice congolaise et la possibilité de son renforcement, mais qui ne la mettrait pas nécessairement à niveau pour pouvoir prendre sur elle pour gérer ces dossiers. Ouais, sans plaisanterie mise à part, sans vouloir jeter les discrédits à notre justice, mais nous avouons que nous sortons des situations de crise. Donc ça, il faut l'avouer. Et nous avouons aussi que notre justice est en train de fournir pas mal d'efforts pour s'améliorer. Mais la complexité de ces questions, c'est là que je suis d'accord avec vous, nous met encore sous réserve pour ne pas dire, ben, écoutez, nous laissons ces questions en charge des justices. Non, nous pensons plutôt que l'expérience de cette juridiction spécialisée va davantage renforcer notre justice nationale. Ça permettra à nos juges, parce que vous savez qu'il y a même des juristes mieux formés dans ce pays, mais qui n'ont pas une expertise avérée sur la question des justices transitionnelles. C'est déjà un concept qui n'est pas trop évoqué dans la formation des droits ici au pays, donc académique. Donc il y a même des juristes avec compétences très assises, mais qui ne sont pas suffisamment informés en cette matière. Donc, il va de soi que cette juridiction vienne aussi renforcer les capacités, mais en même temps servir de modèle parce que le Congo n'est pas le seul pays d'Afrique qui subit ce genre d'injustice, qui peut aussi aider la sous-région des Grands Lacs et même l'Afrique centrale à trouver un certain équilibre face à ces crimes tant décriés. Il n'y a pas de crainte à ce que vous débouchez sur un monstre incontrôlé. De la justice transitionnelle. Oui, mais c'est qui va être mis sur pied, quoi. Non, je ne pense pas. Si d'abord, d'un côté, nous avons la volonté du gouvernement, ensuite nous avons l'engagement de la communauté internationale et enfin nous avons l'accompagnement du peuple congolais. Donc ce sont les trois déterminants qui pour nous peuvent aider à avoir des choses qui ne devrait pas se tourner comme vous voulez bien l'éviter dans votre présentation en bourrique. Donc nous devons avoir d'abord l'engagement de l'État congolais. Parce que quoi qu'il arrive, nous ne saurons rien faire si le gouvernement congolais, qui est la personne morale publique des droits à engager la République sur ces questions, ne se prononce pas. Donc nous devons d'abord avoir l'engagement du gouvernement de l'État congolais. Deuxième niveau, où ensuite nous devons avoir l'engagement de la communauté internationale. Parce que là aussi, il y a à boire et à manger. Nous n'avons pas honte de les dire. Nous les rappelons à tous ceux qui nous ont entendus dans notre plaidoyer, qui ignorent que beaucoup de multinationales sont derrière ces œuvres. Exactement. Qui ignorent que beaucoup de pays, que ce soit au niveau de l'Europe ou de l'Amérique, sont impliqués dans ces... En Afrique, n'en parlons même pas. Et donc, ce sont aussi ces interférences au niveau diplomatique et politique des États qui ont freiné l'élan de ces rapports mapping. Et nous voulons des discussions sincères. Et pour arriver à cela, la société civile ne peut arriver qu'avec l'accompagnement de la République, mais aussi, il faut souligner que la République a une diplomatie classique qu'elle mène au travers des outils, notamment les gouvernements, mais nous, société civile, avons aussi notre diplomatie
qu'on appelle la diplomatie parallèle. Donc, figurez-vous que tout ce que nous faisons, même en termes de plaidoyer, cela rentre aussi dans ce que nous appelons de manière globale la diplomatie préventive ou la diplomatie parallèle, qui est vraiment les nôtres de nos, en fait, j'allais dire, qui est les propres de notre démarche ou de notre combat. Alors, pour terminer, quelle est la prochaine étape de cette démarche, révérend Eric Nsenga? La prochaine étape, j'aimerais d'abord, avec votre autorisation, remercier toutes les organisations de la société civile qui militent dans le sens de réclamer et d'exiger la justice transitionnelle dans ce pays. Et il faut avouer que ce n'est pas un combat qui commence aujourd'hui, c'est un combat de longues années et beaucoup d'organisations ont contribué dans l'élaboration de ces rapports et même dans les enquêtes. Deuxièmement, c'est de remercier les institutions de la République. Nous avons vu la volonté déjà donnée par le chef de l'État et même lors des conseils des ministres, la question a été débattue. Nous avons été avec les ministres Lité en charge des droits humains qui déjà étaient très avancés dans ses propositions, quoique nous allons encore discuter sur les fonds du projet de décret qui était déjà en examen au niveau même du gouvernement. Nous remercions également au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que nous avons une commission en charge des droits de l'homme, menée par l'honorable Christelle Wanga, qui est aussi quelque chose à féliciter. La semaine passée, j'ai eu une réunion avec la députée du Parlement européen, avec les autres amis, où nous discutions justement dans le même cadre, c'est-à-dire c'est pour donner le tableau de manière générale de toutes les discussions et de l'évolution de la question aujourd'hui sur la possibilité d'avoir effectivement cette justice transitionnelle. La prochaine étape, pour répondre à votre question de manière précise, c'est que nous allons avoir d'abord une réunion de la coordination du consortium de la société civile. Demain, nous allons répondre à une invitation d'une juridiction importante de notre pays, je m'étais encore de les citer parce que je ne suis pas encore reçu. Donc demain, nous serons là, toujours en discussion. Après cette réunion, nous aurons une table ronde des experts, comme je l'ai dit, pour essayer de réfléchir froidement sur ce qui pourrait être un paradigme acceptable. Dès que nous aurons fini cette étape de cette table ronde, et je souligne que nous sommes accompagnés par d'autres bailleurs et d'autres spécialistes intéressants, nous aurons maintenant à proposer une autre table ronde, cette fois-là avec les institutions, la société civile, la communauté internationale, pour que nous nous accordions sur ce qui peut être le modèle ou le paradigme de la justice transitionnelle dans notre pays. Donc, nous continuons dans notre démarche de plaidoyer auprès des institutions nationales et internationales. En même temps, nous sommes en train de travailler pour adopter notre projet d'élaboration de mécanismes de la justice transitionnelle. Je vous remercie, Révérend. C'est à moi de vous remercier et remercier Biwan qui nous fait toujours l'honneur de présenter nos idées sur ces plateaux. Merci. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. Bonne année et nos vœux les meilleurs une fois de plus. Au revoir.